OK, alors bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer notre webinaire. Les autres vont nous rejoindre progressivement. Donc, très rapidement, mon nom est Carlos Saibor. Donc, je suis le directeur de Kelly Group. Kelly Group qui est l'entreprise qui a mis en place la plateforme recrutement.sn, l'Académie des entrepreneurs ou l'Académie des entreprises et puis qui fournit aussi des services en informatique et en marketing. Donc, voilà, ça, c'est pour la petite pub. Donc, aujourd'hui, nous allons faire notre webinaire qui va porter sur comment réussir son entretien d'embauche. Donc, nous allons partager des astuces et des conseils pour déjà rédiger efficacement votre CV. Donc, un CV qui vous permettra déjà d'être appelé et ensuite, comment vous préparer pour aller au niveau de l'entretien. Donc, conduire efficacement l'entretien d'embauche. Et puis, quelques astuces pour pouvoir lire dans la tête de votre jury. Donc, comment savoir les questions que le jury va vous poser donc, durant l'entretien d'embauche. C'est ce que nous allons voir. D'accord. Comme à l'accoutumée, hein, j'ai l'habitude de demander qu'on dise un peu la situation dans laquelle on est. Est-ce que vous êtes en poste actuellement ou bien vous êtes plutôt nouveau sur le marché de l'emploi? En poste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, je veux changer de poste, mais j'ai un emploi actuellement. Si je ne suis pas en poste, soit je suis au chômage ou encore je suis un jeune diplômé. C'est maintenant que je cherche mon premier emploi. Donc, en poste ou bien premier emploi. Quelle est votre situation? Ça permettra de bien calibrer la discussion et de pouvoir apporter peut-être des exemples spécifiques pour être beaucoup plus précis, beaucoup plus concis, quoi. OK. Chômage. En poste, les autres, vous êtes en poste ou bien vous êtes à la recherche? Allez, si vous ne voulez pas écrire le mot chômage, vous pouvez mettre tout simplement à la recherche. Il n'y a aucun problème à ça. On est ensemble pour qu'on puisse avancer efficacement, main dans la main. Quelle est votre situation? En poste ou bien à la recherche? OK, c'est parfait. On va continuer. Donc, il y a certains qui sont en poste, d'autres qui sont à la recherche. C'est bon, c'est un mélange. On y va tout de suite. Alors, permettez-moi de me présenter très rapidement pour que vous sachiez au moins avec qui vous êtes en train d'échanger. Mon nom est Carlos Saibor. Donc, je vis au Sénégal depuis 20 ans. Je suis à la base ingénieur en informatique et directeur de Kelly Group. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai travaillé pour une agence des Nations Unies en tant que consultant en communication. Aujourd'hui, je suis dans deux entreprises, donc toujours directeur au niveau de Kelly Group, qui est l'entreprise qui a mis en place la plateforme recrutement.sn et d'autres produits. Et je travaille aussi pour une ONG qui évolue dans tout ce qui est sécurité alimentaire. Donc, voilà la petite présentation sur ma personne. Alors, je recrute régulièrement. Je recrute pour mes différentes entreprises, mais je recrute aussi pour d'autres personnes qui demandent des profils spécifiques. Voilà. Et donc, c'est tout ça qui nous a amené à mettre en place la plateforme de recrutement et à proposer ces webinaires. Donc, si vous le permettez aussi, à la fin, je vais vous présenter un programme d'accompagnement que nous avons pour ceux qui souhaitent être accompagnés ou bien recevoir une formation plus approfondie, quoi. Mais on commence tout de suite. Alors, l'objectif de ces sessions, c'est réellement de partager de la valeur, donc de vous apporter des éléments que vous allez pouvoir utiliser tout de suite pour avancer. Notre objectif n'est pas de vous dire, venez acheter. Si vous n'achetez pas, on ne va pas vous accompagner. Donc, on met en place quelque chose. On veut qu'on puisse déjà avancer efficacement. Donc, première chose, on commence avec les règles de rédaction d'un CV. Alors, ce sont des choses qui peuvent sembler anodines ou bien normales, mais vous allez être surpris de combien ces éléments-là font défaut ou bien combien on ne fait pas attention à ces éléments dans les différents CV qu'on rédige finalement, donc les CV qu'on reçoit. Donc, ces règles-là,
Elles sont nombreuses. Ici, on a mis juste quelques-unes de ces règles. Je vais les commenter pour vous, mais sachez qu'on n'a pas l'exhaustivité de ce qu'il y a comme règles de rédaction de CV ici. Alors, je vais vous demander de couper votre micro. Après, quand vous avez besoin de prendre la parole, levez juste la main et puis on va vous la donner et vous allez prendre la parole. Tout à l'heure, je vais vous poser quelques questions et puis vous allez pouvoir réagir à l'oral. Donc, première règle, c'est la clarté et la simplicité. Il faut que votre CV soit clair et simple. Il m'est arrivé récemment sur des postes de recevoir des CV de plusieurs pages, de plus de 3 pages, 4 pages. Il y a des gens qui font des CV de 4 pages. D'emblée, ça veut dire que la personne qui fait un CV de 4 pages ou même de 3 pages ne sait pas se synthétiser, ne sait pas faire simple, ne sait pas forcément faire clair. C'est un art. Donc, pouvoir faire un CV qui va tenir sur 1 page, voire 2 au maximum, ça reste quelque chose d'artistique, mais c'est véritablement ce qu'il faut faire. Si vous avez la possibilité d'avoir votre CV sur 1 page claire et simple, ou maximum 2 pages, c'est ce qui est souhaité. Mais avoir un CV qui va être très touffu, qui ne va pas être clair, qui ne va pas être simple, ça pose problème. Alors, pourquoi? C'est capital parce que le recruteur, pour un poste donné, va recevoir des dizaines, voire des centaines de CV. Moi, je l'ai vu encore et encore. Quand on fait une annonce, on publie une offre d'emploi, c'est parfois des centaines de CV qu'on reçoit. Et donc, sur la centaine de CV, ou bien sur les centaines de CV, si votre CV n'est pas clair et simple, les gens vont le mettre de côté. Vous-même, quand vous recevez quelque chose à lire, imaginez si la chose elle est touffue, il y a plein de choses partout, la lisibilité n'est pas claire, ce n'est pas bien structuré, vous avez des problèmes pour faire la lecture. C'est exactement ce qui arrive au niveau des recruteurs. Quand on ne peut pas lire, quand ce n'est pas simple, on dit c'est quelqu'un déjà qui peut avoir des problèmes durant son poste. Moi, quand je reçois un CV et que la personne n'a pas réussi à être claire et simple sur le CV, l'entretien d'embauche commence en même temps. Ça me permet de prendre des décisions. Si tu n'es pas en mesure, même si tu écris des choses pertinentes dans le CV et que tu n'es pas en mesure de bien le dire, de bien le formuler, de le formuler de manière simple et de manière claire, cela veut dire que c'est la même chose que tu vas faire quand tu seras en poste. Si tu ne peux pas le faire efficacement pour ton CV, tu ne pourras pas le faire efficacement quand tu vas être en train de travailler au quotidien. Donc, première chose. Deuxième chose, concision et précision. Ça rejoint la clarté et la simplicité. Autant sur la clarté et la simplicité, on peut parler de formatage. Sur la concision et la précision, on rentre dans les détails de ce que vous avez écrit maintenant. Est-ce que vous êtes précis et concis? Est-ce que vous écrivez à la voix passive, par exemple? A été, non. Écrivez simple, des phrases courtes, des phrases qui sont précises. Ce n'est pas la peine de rajouter de la fioriture. Ce n'est pas du tout la peine. Pourquoi? Encore une fois, parce que le recruteur va recevoir beaucoup de CV et on ne lit pas les CV comme on lit un roman. On ne va pas lire tous les éléments mot à mot. On va scanner rapidement le CV pour voir si on repère ce qu'on recherche à l'intérieur. Dès qu'on repère ce qu'on recherche dedans, on va classer ça dans ce qu'on a shortlisté pour retrier. Ou bien on ne le repère pas, on le met de côté. Donc, les 2 points sont importants à ce niveau. Troisième point, relevance et pertinence. Dans la vie d'une personne, dans la vie professionnelle d'une personne, on va faire plusieurs expériences. On va probablement travailler sur plusieurs choses. C'est vrai, il y a des gens qui vont être dans un seul domaine d'activité. Je suis comptable, je m'occupe de la comptabilité de l'entreprise dans laquelle je travaille. C'est ce que je vais faire au quotidien. C'est précis, c'est concis, donc je ne vais peut-être pas chercher beaucoup d'éléments là-dessus. Mais si je travaille sur la comptabilité et puis de temps en temps, j'appuie l'équipe commerciale, là, ça devient beaucoup de choses. Mais comment je peux être pertinent sur mon CV pour que tout de suite, quand la personne va lire, le recruteur ou bien la personne qui s'occupe du tri des CV va lire l'élément en question, qu'elle puisse se dire, ah, mais voilà ce que je recherche.
Voilà ce que j'ai envie de lire. Donc, important. Quatrième point, cohérence. Alors, quand on parle de cohérence, c'est capital. J'ai une formation en comptabilité et peut-être une autre formation en informatique, je dis du n'importe quoi. Comment je vais juxtaposer mes éléments pour que ça soit cohérent avec les expériences que je mets et cohérent avec la fiche de poste que j'ai lue. C'est capital. Autre élément de cohérence, on a des personnes qui nous ont envoyé des CV à analyser pour eux. On reçoit aussi des CV. Je vous donne un exemple de cohérence. Alors, ce n'est pas forcément un problème lié au candidat, mais c'est un problème qui existe, qui font que les gens ne sont pas convoqués pour les entretiens d'embauche ou bien qui font que finalement, ils n'ont pas les postes. J'ai fait une formation en comptabilité, en contrôle de gestion, par exemple. Et je travaille dans une entreprise à un poste qui n'a rien à voir avec ma formation. On est d'accord. Quand on recherche un emploi, quand on recherche un stage par exemple, souvent c'est une question de vie. On a besoin de gagner quelque chose. On a besoin de faire rentrer de l'argent pour pouvoir vivre. Et donc, on accepte souvent, entre guillemets, n'importe quel poste. Et du coup, il n'y a pas de cohérence entre le poste auquel on est et l'emploi qu'on est, la formation qu'on a. Incohérence entre le poste et la formation. Donc, j'ai fait la comptabilité. Finalement, je me retrouve commercial dans une entreprise et je continue pas à déposer mon CV pour un poste de comptable. Le problème qui se pose, c'est que quand le recruteur va recevoir le CV, il voit bien sûr formation, comptabilité, poste actuel, commercial. Il y a un élément d'incohérence qui est là. Et le poste que lui veut recruter, c'est un comptable. La personne, elle a la formation, mais elle n'a pas d'expérience en comptabilité. Mettez-vous à la place de ce recruteur. Mettez-vous à sa place. Si j'ai deux CV, une personne, donc CV A, formation comptable, fonction comptable, et CV B, formation comptable, fonction commerciale, quel est le CV que vous allez retenir? Vous allez retenir là où il y a cohérence, il y a une cohérence entre la formation et la fonction. Ça, on le remarque souvent sur disons, des postes d'exécution. C'est vrai que pour des postes très élevés, à un moment donné, ce n'est plus forcément la formation de base, elle est importante, mais quand on va recruter un chef de service dans certains domaines ou bien un chargé de projet, si vous avez fait beaucoup de choses, même s'il y a une certaine incohérence logique tout de suite entre ces éléments-là, vous pouvez toujours avoir le poste parce que c'est un niveau beaucoup plus élevé. Mais pour des niveaux pour lesquels on a besoin d'avoir la technicité qui va avec le métier, vous allez passer à côté. Donc, c'est capital de penser à cette cohérence. Après, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut corriger tout de suite sur un CV, mais à vous de voir dans quelle mesure vous allez aller chercher les expériences qui vont apporter de la cohérence que vous allez venir mettre sur le CV. Alors, je vous invite à couper vos micros. Hein? Quand on va rentrer dans la partie questions-réponses ou même contributions, vous allez les activer pour les apporter. Donc, cet élément de cohérence-là, il est capital. Pensez vraiment au recruteur. Le recruteur, quand il fait sa fiche de poste, il met là-dessus le profil qu'il a envie de recruter. Souvent, ce n'est pas d'abord une question de formation. Pour la plupart des gens, c'est d'abord une question d'expérience. Est-ce que tu as de l'expérience professionnelle dans le poste que je veux recruter? Je veux recruter un comptable. Oui, pour un comptable, c'est important que tu aies fait la comptabilité à l'école et c'est important que tu aies de l'expérience en comptabilité. Si on ne trouve pas cette expérience-là sur ton CV, à moins qu'on soit en train de recruter un débutant pur ou bien un stagiaire, ça va être difficile de vous donner le poste. C'est ce qui arrive. Les gens envoient des CV, ils se demandent pourquoi ils ne sont pas convoqués pour les entretiens d'embauche, mais c'est parce qu'il y a incohérence au niveau du CV déjà. Maintenant, si j'ai fait la comptabilité et dans un passé, j'ai tenu la comptabilité
que ce soit en tant que salarié, que ce soit en tant que prestataire, mais pour le poste de comptable auquel vous postulez, c'est l'expérience là qu'il faut mettre en avant. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose. Tout à l'heure, on va parler des types de CV, on va parler des formats de structuration, mais c'est véritablement ça qu'il faudra mettre en avant. 5e point au niveau des règles de CV, ce sont les mots-clés. Quels sont les mots? Les mots-clés. Quand on dit mots-clés, ce n'est pas forcément un seul mot. Donc, quels sont les mots-clés ou bien les expressions qu'il faudra mettre dans votre CV pour que tout de suite, la personne qui va lire le CV, qu'elle puisse se dire, voilà ce que je cherche. Là, il me parle. Quand il dit ça, voilà, il parle de sécurité informatique, voilà, je recherche ça. Donc, c'est important de lire la fiche de poste et d'adapter votre CV par rapport à ces différents éléments. Donc, tout à l'heure, je vais vous donner la parole pour des contributions et des questions. Alors, point suivant, on va parler des différents types de CV. Donc, très rapidement, on n'a qu'1 heure de temps. Donc, on a le CV chronologique. Alors, le CV chronologique, il est bien pour des gens qui sont dans une industrie donnée ou dans un domaine d'activité. Je donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai quoi? Disons, je prends un exemple, 15 ans d'expérience. Je suis informaticien à la base. Supposons que année 1, j'ai fait de l'informatique. Année 2, année 3, jusqu'à aujourd'hui, je suis resté dans la même industrie. Je vais faire un CV de type chronologique. Donc, inversement. Donc, je vais prendre ma dernière expérience. Si je suppose qu'aujourd'hui, je suis chef de service informatique ou je suis chef de projet informatique, je mettrai disons, 2020 à nos jours, chef de projet informatique. 2015 à 2020, développeur front-end. Voilà. 2010 à 2015, développeur JavaScript. Je dis du n'importe quoi, mais cela veut dire quoi? Je suis resté dans la même industrie qui est l'informatique et je mets mon expérience de manière antichronologique ou bien chronologie inversée. Donc, je mets la dernière expérience, l'avant-dernière, celle qui a précédé, etc. Donc, je liste les éléments. Ça, c'est bon quand je suis dans un domaine. Je reprends le même exemple pour quelqu'un qui va être un commercial. J'ai été commercial, j'ai été 2015, j'ai été commercial, 2020, j'ai été commercial, 2021, je suis responsable commercial ou bien chef d'équipe. Je suis resté toujours dans le domaine du commercial. Donc, je vais faire un CV chronologique en partant de la dernière expérience pour arriver à la première. Là, c'est utile, c'est parfait. Deuxième type de CV, ça va être le CV fonctionnel. Là, on va se baser plutôt sur les expériences et les compétences. Donc, si je prends mon exemple, par exemple, j'ai été formateur. Enfin, je dis j'ai été formateur, je suis toujours dans la formation. Donc, je donne des cours en informatique, carrément, des cours en algorithmique et en programmation. Ça, c'est le métier, mon cœur de métier. Je l'ai fait pendant plusieurs années, je le fais toujours. J'ai fait du marketing parce que je suis un entrepreneur. À un moment donné, je me suis formé vraiment au marketing pour pouvoir développer mon entreprise. Ça m'a donné des compétences que je revends en prestation ou bien en formation. Donc, c'est parfait. Ça me donne une autre fonction. Vous voyez un peu? Donc, tout à l'heure, en me présentant, je vous ai dit, j'ai fait une expérience dans une agence des Nations Unies pendant 2 ans, là où j'étais plutôt dans une équipe de communication. Donc, j'étais consultant en communication en ligne. Et donc, ça me fait un thème, une fonction que je peux mettre en évidence en fonction de la fiche de poste. Et donc, si c'est cette expérience-là qui est la plus pertinente pour le poste auquel je prétends, c'est peut-être cette expérience-là que je vais mettre en première position. On n'est plus sur un ordre chronologique, mais on est plutôt sur un ordre fonctionnel. Tout à l'heure, en me présentant, je disais que oui, je travaille pour une ONG qui évolue dans la sécurité alimentaire. Donc, si je postule pour être, je ne sais pas, chef de service ou bien pour piloter un projet
qui va être plus ou moins dans le développement. Donc, quand je dis développement, je parle de tout ce qui est sécurité alimentaire, accès à l'eau. Voilà. Projet d'ONG, projet de développement. C'est peut-être cette expérience-là que je vais mettre en avant. Et là, je serai en train de faire un CV qui va être fonctionnel, qui va être structuré en fonction des différentes fonctions ou bien des différentes expériences que j'ai eues. Ce n'est pas forcément chronologique, c'est fonctionnel. Alors, troisième type de CV, ça va être une combinaison. Une combinaison des deux premières méthodes. Donc, bien sûr, j'ai été consultant en communication pour une agence des Nations Unies. Donc là, on parle on est toujours dans le monde du développement. Vous voyez un peu. Je prends mon exemple, je peux prendre l'exemple de quelqu'un d'autre, mais c'est l'exemple que j'ai en tête, malheureusement. Mais voilà, aujourd'hui, je travaille dans le domaine du développement, sécurité alimentaire. Je mets ça. En le mettant, je peux décider d'aller rechercher toutes les expériences que j'ai faites dans le domaine du développement et les mettre de manière chronologique. Là, ce n'est pas mon expérience d'informaticien que je mets en avant. Je ne vais pas faire ça de manière chronologique simplement. Je ne vais pas forcément mettre les expériences qui ne sont pas pertinentes pour le poste. Parce que ça aussi, ça pose un problème. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé sur un projet de mise en place d'un intranet qui n'a rien à voir avec le poste auquel je postule que je vais forcément mettre cette expérience parce que je l'ai eue. Non. Donc, il faut savoir aussi mettre certaines de vos expériences de côté pour permettre à la personne qui va vous recruter de se concentrer sur l'essentiel et de vous convoquer. Maintenant, si durant l'entretien, il faut faire ressortir ces éléments-là, il n'y a pas de problème. Si le besoin se fait sentir, vous allez le faire sortir. Et les autres types de CV, on va avoir le CV étudiant qui n'a pas forcément encore toute l'expérience dont on aura besoin, mais qui va se concentrer sur les compétences et les projets qui ont été réalisés à l'école. Souvent, les étudiants pensent qu'ils ne peuvent pas avoir un CV étoffé. C'est des histoires pour la plupart du temps. À l'école, on fait des projets, on fait des exposés, on fait de la recherche. Il faut mettre tous ces éléments-là dans le CV étudiant. Je ne sais pas si on a des étudiants dans le public, mais voilà, on peut aller chercher des expériences, même des expériences associatives et les mettre dans le CV. Ça apporte toujours des points. Et on a d'autres types. On n'a pas mis tout ce qui existe ici. On a des CV thématiques qui vont ressembler un peu à des CV fonctionnels. Donc là, ce sont des thèmes. Donc, si, encore une fois, les thèmes sur lesquels j'ai travaillé, il y a de la communication, il y a de l'informatique et puis il y a la gestion des connaissances, ça me fait 3 thèmes. Je vais mettre le premier thème, je vais le développer, le deuxième thème, et puis le troisième thème. Et pour chaque thème, maintenant, je vais aller chercher les expériences que j'ai engrangées pour pouvoir les lister. Maintenant, il faut que le choix de la structuration soit en cohérence avec le poste auquel je postule. C'est capital. Si le poste est en train de rechercher quelqu'un qui va être très pointu sur un domaine d'activité, quelqu'un qui va être technique, un comptable, par exemple, il est technique. Si je recrute un comptable, je ne cherche pas quelqu'un qui a fait 1000 expériences dans d'autres domaines d'activité. Je serai beaucoup plus enclin à prendre quelqu'un qui a fait de la comptabilité sur plusieurs années. Par contre, si je recherche un comptable qui va avoir des compétences aussi en vente, là, si je lis le CV et que la personne a ces compétences-là, ça va me parler. Et tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les trouver dans la fiche de poste, hein, dans l'annonce, dans l'offre d'emploi. Donc, prenez le temps de bien lire les offres d'emploi. Ça vous permettra de bien aiguiser votre CV pour pouvoir être en accord. Alors, la préparation avant l'entretien d'embauche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les déjà dans la discussion et puis on va y répondre. On a quelques étudiants qui sont là, c'est super. La préparation avant l'entretien d'embauche. Alors, on ne le dira jamais assez, mais c'est celui ou celle qui se prépare le mieux qui va avoir le poste.
Si on ne se prépare pas, on risque de passer à côté de choses. Donc, on y va tout de suite. Comment se préparer efficacement pour l'entretien d'embauche? Première chose, c'est faire des recherches sur l'entreprise. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un et puis la personne vous parle de vous. Vous dit, ah, j'ai pris le temps de vous observer, de vous observer, voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai constaté. Mais félicitations pour ce que vous avez. Mais ça fait plaisir. C'est la même chose en entretien d'embauche. Quand on a un candidat qui dit, voilà, je suis votre entreprise depuis un moment. Voilà ce que je pense que vous faites. Voilà vos valeurs. Voilà les projets sur lesquels j'ai vu que vous travaillez. Voilà les dernières publications que vous avez faites sur votre blog, sur votre site, sur vos médias sociaux. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on sait qu'on est en face de quelqu'un qui prend le temps de faire les choses de manière minutieuse. Il n'y a aucune entreprise qui veut recruter quelqu'un qui vient, qui ne sait rien sur l'entreprise. Non. Donc, première chose, prenez le temps de faire des recherches avant d'arriver à l'entretien d'embauche. Ça, c'est capital. Moi, à chaque fois que je demande à un candidat, qu'est-ce que vous savez sur notre entreprise? Si le candidat n'est pas en mesure de répondre, ce n'est pas le bon candidat. Et ça veut dire que, sauf si vraiment il a quelque chose sur son CV que je recherche et que je ne retrouve pas chez d'autres personnes, peut-être. Mais si tu ne sais rien sur l'entreprise, sur la fiche de poste, non, je ne vais pas te prendre. Donc, ce qui nous amène au deuxième point. Prenez le temps d'analyser la fiche de poste avant d'arriver. Je l'ai dit durant notre dernier webinaire, les entreprises mettent beaucoup de temps pour préparer efficacement les fiches de poste. Donc, on écrit ce qu'on cherche dedans. C'est un appel d'offres. Donc, on prend le temps de le documenter, de les documenter de manière efficace. Prenez le temps de les lire. Et tout à l'heure, je vais vous dire comment vous pouvez lire dans la tête de votre jury. Ça, c'est notre 5e point. Mais voilà, lisez la fiche de poste parce que c'est ça la discussion. Ça va être la base de votre entretien d'embauche. Ça vous permettra de vous préparer efficacement, d'aller chercher des choses, d'aller vous préparer pour des questions qu'on va vous poser éventuellement. Ce qui m'amène au point 3. Préparez les questions que vous allez poser au jury. Là, je vous donne la parole. En fonction de votre domaine d'activité, selon vous, si vous êtes comptable, si vous êtes, je ne sais pas, quel que soit votre domaine d'activité, quelles questions vous allez poser à la fin d'un entretien d'embauche? Je veux bien qu'une personne lève la main, que je lui donne la parole, qu'il me donne un exemple de questions qu'il pense poser à la fin d'un entretien d'embauche. Après, je vais vous donner des exemples. Qui veut se prêter au jeu? Quelles questions vous poseriez à la fin d'un entretien d'embauche à votre jury? Vous m'entendez au moins? Je ne suis pas seul. Il y a Myriam qui est là. Myriam était là la dernière fois. Je pense que c'est la même Myriam. Simon, allez-y. Ah, Myriam a levé la main, mais Simon, vas-y. Simon a mis le pouce vers le haut. Allez-y, Simon. J'ai vraiment des soucis avec la connexion, on dirait. Hein? Ah, Simon, là, je vous entends. C'est parfait. Vous m'entendez bien? Merci. Oui, allez-y. Voilà, donc, je disais que comme une dame m'a dévancé, je vais lui demander la permission avec courtoisie pour pouvoir entamer. Okay. Et dire que, comme vous l'avez signalé, une question à la fin d'un entretien est toujours nécessaire. Et j'ai vécu 3 entretiens durant cette semaine. Et à la fin, je me débrouille toujours, même si le jury ne m'a pas donné la parole. Je leur demande vraiment que je pensais qu'ils allaient me donner la parole pour que je puisse aussi leur poser quelques questions. Et c'est à ce titre, au niveau du Burkina, j'ai toujours posé mes questions en lien avec la situation sécuritaire que nous vivons actuellement. Pour dire qu'en réalité, les zones d'intervention des projets pour lesquels on veut me recruter, ce sont des zones qui sont touchées par le terrorisme. Okay. Et je demande quelles dispositions particulières le projet
à mise en œuvre pour pouvoir minimiser les risques liés à l'insécurité. Et c'est vraiment une question qui a toujours été bien appréciée par le jury et ils m'ont toujours... Et en même temps, c'est pour leur montrer que je connais leur zone d'intervention par les recherches que j'ai eu à faire dans le net pour trouver les zones d'intervention du projet et puis les différentes cibles qui sont prévues. Merci. Pertinent. Merci, Simon. Très pertinent. Très pertinent. Allez-y, Myriam. Alors déjà, bonjour à tout le monde. En fait, en fin d'entretien, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qu'il faut poser. Bon, je ne vais pas toutes les énumérer, mais l'une des premières questions qui me vient en tête, c'est beaucoup plus en fait de demander pourquoi est-ce qu'on recrute à ce poste en fait, pourquoi le poste est ouvert, pour un peu savoir peut-être est-ce que la personne qui était là, est-ce qu'elle a démissionné? Est-ce que c'est un nouveau poste qui n'existait pas, qu'on a envie de créer dans l'entreprise? Aussi un peu, je vais dire personnellement, pour évaluer vite fait, voir quel est l'environnement dans lequel peut-être potentiellement je serais amenée à travailler. Est-ce que les gens, ils démissionnent tout le temps? Si oui, pourquoi en fait? Et un peu pourquoi ils démissionnent? Est-ce que c'est like the environment ou bien qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, c'est l'une des questions que je pose. Pourquoi est-ce que le poste est ouvert? Et là, je laisse le recruteur parler et à travers ça, j'arrive à déceler beaucoup de choses très intéressantes, je dirais. Donc, oui. Ben, excellent. Excellente question. Excellente question. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut aussi apporter une contribution? OK, super. Alors, merci à Simon et Myriam pour leur contribution. Vous avez donné des exemples très pertinents de questions à poser véritablement à la fin d'un entretien. Alors, les types de questions que vous pouvez poser, je vais dire qu'il y a 2 ou 3 types de questions. Il y a des questions qui vont compléter, disons, la façon dont vous êtes vendu. Et il y a des questions qui vous permettent d'avoir des informations précises. Et puis, il va y avoir des questions qui vont faire les deux. La première chose, c'est vraiment ne pas poser de questions. Ça, ce n'est pas bien. Faire un entretien, subir les questions et ne pas en poser, ce n'est pas bien, ce n'est pas forcément bien vu. Pourquoi ce n'est pas bien? Parce que un recrutement, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est toujours une situation d'offre et de demande. C'est une situation commerciale. Autant l'entreprise a envie de vous recruter, autant vous aussi, vous avez besoin de l'entreprise. Aucune entreprise ne publie une offre d'emploi juste pour le plaisir de recruter. C'est parce qu'il y a un besoin qui est là. L'entreprise a besoin de vous. C'est la raison pour laquelle ils vous ont convoqué pour l'interview. Il y a des choses dans votre CV qui sont intéressantes pour eux. C'est pour ça qu'ils vous ont convoqué. S'ils vous posent des questions, c'est tout à fait normal que vous leur en posiez aussi. Ça, c'est la base. Donc, vous n'êtes pas en situation de faiblesse. Vous n'êtes pas, vous ne quémandez pas. L'entreprise a besoin de vous. Vous avez besoin de l'entreprise. Ils vous posent des questions. Vous avez le droit de leur en poser. Voilà. Et donc, les 2 questions que vous pouvez poser, c'est s'il manque effectivement des informations par rapport à ce qu'eux, ils ont dit dans leur présentation, même dans les échanges que vous avez eus, posez les questions pour avoir le complément d'information. Deuxième chose, ça va être maintenant les questions qui vont faire qu'ils vont se dire, mais tiens, on a un candidat intéressant. On a un candidat qui pense déjà au poste, qui pense déjà aux perspectives, qui pense à vraiment comment les choses peuvent évoluer très rapidement. Et donc, les types de questions, donc les deuxièmes types de questions vont être, par exemple, si jamais je suis retenu pour ce poste, quels vont être mes objectifs pour les 30 premiers jours ou bien pour les 3 premiers mois, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Si vraiment, on va dire que j'ai réussi ma mission durant les 3 premiers mois, à quoi ça doit ressembler? Si c'est une question qui est légitime, mais qui permet justement aux recruteurs de se dire, voilà un candidat qui est en train de se projeter de manière efficace dans le poste. Voilà. Si je suis retenu,
les 30 premiers jours ou bien les 3 premiers mois, en fonction, bien sûr, du besoin, parce que le besoin, vous allez l'identifier dans la fiche de poste, vous allez aussi l'identifier dans les échanges. Donc, si on vous recrute pour un besoin qui est urgent, par exemple, moi, j'ai fait une consultance récemment, on m'a appelé d'urgence. J'avais recruté un informaticien pour une organisation. J'ai fait les entretiens et tout. L'informaticien était là. Et puis, à un moment donné, il devait partir. Mais ils avaient une mission qui devait être clôturée. Ils m'ont rappelé moi-même qui avait fait l'entretien de recrutement. Je l'ai fait en tant que prestataire. Ils m'ont rappelé moi-même pour dire, ah non, s'il te plaît, on a besoin que tu viennes prendre le poste là pendant 1 mois ou 2. Le temps que… Et là, on a eu un entretien, même s'ils me connaissaient déjà, même si c'est moi-même qui les avais accompagnés sur le recrutement de cet informaticien-là. Ils m'ont fait un entretien et donc, j'ai posé des questions à la fin. Si la mission que vous voulez me confier doit être réussie, à quoi ça doit ressembler en termes de temps, en termes de… Donc, je n'ai pas uniquement subi les questions que le jury va me poser. Donc, voilà un type de questions que vous pouvez poser. Il y en a d'autres, hein. À quoi ressemble l'environnement ou bien l'équipe dans laquelle je vais être? Est-ce que vous pouvez me décrire l'équipe si jamais ma candidature est retenue? Donc, imaginez, il y a plein de petites questions que vous pouvez poser pour donner la possibilité aux recruteurs de vous élaborer, de vous apporter des éléments qui vont, compléter vos informations, mais qui vont aussi vous permettre d'être bien vus. Et si vraiment il y a des aspects liés à la sécurité, comme dans l'exemple de Simon, c'est important de poser des questions là-dessus. Alors, l'exemple de Myriam aussi est très pertinent parce qu'il y a des entreprises qui ont des environnements toxiques. Vous allez là-bas, vous n'avez pas envie d'y rester. Donc, posez des questions. Après, vous pouvez toujours faire votre enquête sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, en contactant des anciens salariés et essayer de glaner des informations sur comment ça se passe là-bas, pourquoi les gens sont partis et tout ça, c'est des informations que vous pouvez savoir. Gardez à l'esprit que, encore une fois, au même titre que l'entreprise a besoin de vous, ou bien au même titre que vous avez besoin d'avoir un travail, d'avoir un emploi, l'entreprise aussi a des besoins. Et donc, on ne va pas vous recruter parce que vous êtes à la recherche d'un emploi. On va vous recruter parce que vous avez quelque chose de pertinent à proposer, quelque chose dont l'entreprise a besoin. Et donc, vous devez être sélect aussi sur les entreprises vers lesquelles vous allez. Voilà. Donc, merci pour ces contributions. Alors, on poursuit avec la préparation avant les entretiens. Donc, on était sur le point 3, préparer les questions à poser. Maintenant, point 4, relisez ce que vous-même vous avez mis sur votre CV, c'est capital. Il arrive de temps en temps, durant des entretiens, où on pose une question au candidat, une question liée à un aspect qu'il a mis sur son CV, et puis le candidat est évasif. Ce n'est pas bien. Alors, le vrai point ici, c'est que mettez uniquement de la vérité sur votre CV. Ne mettez pas des choses qui ne sont pas vraies. Parce que si c'est la vérité en général, vous allez avoir de la cohérence, vous allez garder la chose à l'esprit. Mais aussi sur la façon dont vous avez écrit les choses, la façon dont vous avez structuré le CV. Gardez un exemple sur vous. Prenez toujours un exemple. Comme ça, quand on va vous poser la question, vous allez peut-être pointer l'élément et élaborer de manière efficace. Ce n'est pas forcément très courant, mais il arrive quand même que les candidats ne soient pas en phase complètement avec leur CV. On leur pose des questions et puis, c'est où? Ça c'est pas bien. Alors, point numéro 5, choisissez le bon style vestimentaire pour l'entretien d'embauche. C'est capital. Parce que vous allez à l'entretien, si vous allez faire l'entretien pour une organisation, une entreprise qui évolue dans tout ce qui est marketing, design et tout, vous pouvez avoir un style qui va être plus ou moins décontracté. Si c'est une entreprise qui évolue dans les finances, dans les assurances et tout, on est d'accord que voilà, le tailleur ou le costume va être beaucoup plus approprié. Donc, choisissez le bon style vestimentaire qui va aller avec. Et ça fait partie de la préparation. Et l'autre chose que le style vestimentaire va apporter, c'est l'assurance que vous allez avoir durant l'entretien d'embauche.
Parce que si vous êtes bien habillé, ce qui se passe, c'est que vous vous sentez bien. Quand vous êtes bien dressé, vous regardez dans le miroir, vous allez dire, Myriam, aujourd'hui, je suis fan de toi. Vous voyez un peu? Et du coup, quand vous serez en face du jury, vous n'allez pas trembler parce que, en tout cas, vous faites confiance à l'image que vous dégagez. On ne va jamais vous reprocher d'être trop bien habillé. Mais ce qu'on peut vous reprocher, c'est de ne pas être correctement habillé. Donc, un point d'honneur sur la préparation vestimentaire avant d'aller à l'entretien d'embauche. OK, on poursuit. Point numéro 4. Nos traditionnelles 3 questions reviennent. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais changer de question. Je vais vous poser une question sur décrivez-vous en 3 mots. Décrivez-vous en 3 mots. C'est une question. Question numéro 1, décrivez-vous en 3 mots. Si vous devez choisir 3 mots pour vous décrire, quels sont les 3 mots que vous allez choisir? La question est à l'audience. Les amis, essayez de répondre. On est ensemble, il n'y a pas que moi qui dois parler, ou pas uniquement Simon et Myriam. Maintenant, si Myriam et Simon veulent reprendre la parole, c'est OK. Mais décrivez-vous en 3 mots. On est en entretien d'embauche. Je suis le jury, enfin, je suis un membre du jury, du moins. Je vous pose la question, je vous demande de vous décrire en 3 mots. Qu'est-ce que vous allez dire? Un candidat? Allô, allô? Oui, allô? Merci. Qui est là? Nom, prénom, et puis essayez de donner l'élément de réponse. C'est Mamadou Marina. OK. Mamadou Marina? En 3 mots, moi, je dirais efficace. Oui. Efficience. Efficace, efficient. Et flexible. Et flexible. Chapeau. Bravo. Efficace, efficient et flexible. Super. N'allez pas très loin. Gardez. Maintenant, vous allez me commenter ça. Pourquoi efficace, pourquoi efficient et pourquoi flexible? Et dites-moi d'abord, vous êtes dans quel domaine d'activité? Je suis technicien supérieur en transport et logistique. OK. Transport et logistique. Pourquoi ces 3 mots? D'abord, avant de répondre à votre question, est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Parce qu'avant-hier, j'avais vu un poste pour un assistant logistique. Oui. Maintenant, quand j'ai lu l'affiche, j'ai vu qu'on recrutait, par exemple, quelqu'un qui a un Master 1. Mais les missions que moi, j'ai vues là-bas, j'ai toutes ces compétences. Oui. Durant ma formation, on n'a fait que ça. Et aussi, j'ai fait des stages là où j'ai fait que ça. Mais moi, je me suis dit, est-ce que si je postule avec mon niveau BTS, est-ce qu'ils vont me prendre? Parce qu'ils ont dit déjà Master 1. Ça, c'est une superbe question. Il faut postuler, déjà, postuler. À chaque fois que vous voyez une offre d'emploi qui est dans vos cordes, postulez et préparez un CV efficace pour postuler. Et vous savez, c'est une question que j'aime. C'est toujours une question d'échange, une question de conversation. Dans votre lettre de motivation ou dans le courrier que vous allez envoyer, il faut dire clairement au recruteur que vous avez mis niveau master sur l'offre d'emploi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis technicien supérieur, mais voilà ce que j'ai fait comme expérience, voilà ce que j'ai fait comme formation et je me sens complètement compétent pour pouvoir occuper ce poste. Tout ce que je vous demande, c'est d'avoir l'opportunité de pouvoir échanger avec vous. Autrement dit, d'avoir un entretien d'embauche. Ne faites pas comment on l'appelle? Une lettre de motivation classique, copier-coller que vous allez envoyer. Essayez même à atteindre le recruteur ou la personne qui va convoquer pour les entretiens d'embauche et parler avec eux. Faites tout pour avoir l'entretien, pour avoir l'opportunité de pouvoir échanger avec eux. Vous savez, il y a des recruteurs qui sont expérimentés,
Même quand ils mettent master, nous, ça nous est arrivé hein, sur un poste dans un pays, pas au Sénégal, qu'on recrutait récemment. Et puis sur le poste, il y avait beaucoup de personnes qui avaient qui avaient juste le niveau BTS, Bac plus 2, mais qui étaient beaucoup plus compétents, beaucoup plus expérimentés que des gens qui avaient le master. Est-ce qu'il faut mettre ces personnes-là de côté? Non, il ne faut pas les mettre de côté. Donc, on va leur donner l'opportunité de pouvoir se défendre. Et si finalement, ils sont beaucoup plus qualifiés, en tout cas, ils sont beaucoup plus efficaces, visiblement, que les gens qui ont le Master 2, c'est ceux-là qu'on va retenir. Donc, postulez, mais ne postulez pas de manière habituelle, pas comme tout le monde le fait. N'envoyez pas votre CV dans les nuages. Non, écrivez des choses sur le CV qui vont faire que la personne va dire, ah, il insiste pour avoir un entretien d'embauche. On va l'écouter. Ça ne nous coûte rien. On va l'écouter pour voir ce qu'il vaut. Et c'est la démarche dans laquelle il faut être à chaque fois. Voilà. Vous m'avez suivi? Allô? Oui, c'est clair, oui. C'est clair? Donc, gardez toujours à l'esprit que pour un recruteur, le recruteur cherche d'abord et avant tout celui qui est expérimenté. De plus en plus, dans certains domaines d'activité, il y a des recruteurs qui ne regardent même pas le niveau de formation ou le diplôme. Maintenant, les fiches de poste sont classiques. On est d'accord que si je dois me faire opérer, je veux être sûr que le médecin qui va m'opérer a son diplôme de chirurgien. On est dans des domaines spécifiques. Mais pour beaucoup de domaines d'activité aujourd'hui, on veut savoir si la personne a les compétences, on veut savoir si la personne a l'expérience. Expérience d'abord et avant tout. Voilà. Maintenant, je vous renvoie la question concernant le choix de ces 3 mots que vous avez choisis pour vous décrire. Allez-y. Pourquoi efficace, efficient et flexible? Moustapha, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si vous êtes en train de parler. Vous m'entendez? Ah, là, c'est bon. J'ai choisi le mot efficace. Oui. Parce que dans ma tête ou dans les différentes tâches qui m'ont été confiées, oui, j'ai toujours été remercié soit par mes maîtres de stage ou soit par mes professeurs. OK. Et dans ma tête, moi, ça veut dire que c'est moi, c'est ma philosophie. Ça veut dire que dans ma tête, je dois toujours être parmi les meilleurs. Raison pour laquelle je ne dois pas rendre un travail qui n'est pas satisfaisant pour moi-même. Super. C'est la raison pour laquelle je me considère comme quelqu'un d'efficace. OK. Efficient, c'est-à-dire je dois faire ça, parce que comme je suis un logisticien, le temps est très important pour nous. OK. Donc, il est très important de jouer avec le temps pour obtenir ses objectifs. OK. Flexible parce que durant ma formation, j'ai eu à faire beaucoup de choses. Hors de ma formation, je me suis inscrit à beaucoup de formations pour un jour être flexible pour n'importe quel poste. Aujourd'hui, je peux être comptable, logisticien, surtout gérer, par exemple, droit des affaires, OK. marketing, ainsi de suite. OK. Excellent. Excellent. Alors, merci, Moustapha. Merci à la fois pour la question que vous avez posée. Merci aussi pour ces contributions. Est-ce qu'on a une autre personne qui souhaite nous donner ces 3 mots qui le décrivent? OK, Simon, allez-y. Merci. Je donne compétent, oui, courtois, adaptatif. Compétent, courtois et adaptatif. Super. Allez-y, commentez. Vous avez 1 minute pour nous commenter ces 3 mots. Pourquoi voilà, ces 3 mots? J'ai choisi compétent pour tenir compte des connaissances techniques liées à mon domaine et de la maîtrise technique. J'ai choisi courtois pour tenir compte de l'environnement dans lequel je dois travailler, pour dire que je dois être vraiment un élément qui puisse travailler à ce que l'esprit d'équipe puisse prévaloir à tout moment.
Parce que tant qu'il n'y a pas la courtoisie, ça va être difficile que l'esprit d'équipe puisse être maintenu. J'ai choisi adaptatif pour dire que dans toutes circonstances ou dans tout milieu de travail, il y a des difficultés que nous allons rencontrer et naturellement, on a besoin d'être dans des situations où on peut s'adapter et pouvoir trouver des initiatives pour s'en sortir. Et j'ai dit tous ces mots, 3 mots, compte tenu du fait que j'ai 22 ans d'expérience professionnelle. Et mes 22 ans d'expérience professionnelle m'obligent à chercher des postes de leader. Et un leader doit être quelqu'un qui sait prendre des initiatives et doit être quelqu'un qui sait aussi motiver son équipe afin de diriger l'équipe vers l'atteinte d'un résultat. Excellent. Merci. Excellent. Alors, je vais faire un tout petit commentaire sur ces 2 réponses que nous avons eues. Et je pense que Simon a donné des éléments qui sont utiles ici. Alors, quand on vous demande de vous décrire en 1 mot, ou en 3 mots, ou en 2 mots, il est capital d'aller chercher dans des catégories de mots. Et c'est exactement l'exercice que vous venez de faire. Simon a dit compétent, courtois et adaptatif. Donc, pour rester sur l'exemple de Simon, vous l'avez très bien commenté. Quand vous dites compétent, vous êtes en train effectivement de parler des capacités techniques. Donc, vous avez choisi un mot qui vous décrit par rapport à votre capacité technique. Quand vous dites courtois, vous faites référence à l'environnement de travail, aux interactions que vous allez avoir avec les autres. Et vous l'avez très bien commenté. Et quand vous dites adaptatif, vous parlez bien sûr de flexibilité. C'est le même exemple que Mustapha a donné. C'est la flexibilité dont vous parlez ici. Et là, on est en train de parler d'une qualité humaine qui va être peut-être une valeur, hein, même une valeur humaine. La flexibilité peut être considérée comme étant une valeur personnelle. Ce n'est pas forcément lié à la compétence, ce n'est pas forcément lié au travail collaboratif, mais c'est plus lié à la personne. Moi, je suis quelqu'un de flexible, je suis quelqu'un d'adaptatif. Et donc, aujourd'hui, l'invitation que je vous fais, que je nous fais à nous tous, c'est d'aller chercher un mot qui nous décrit le mieux dans ces différents domaines. Donc, si je parle de formation, si je parle de la maîtrise de ma technique ou de mon domaine d'activité, il faut que je sois compétent. Donc, le fait d'utiliser le mot compétent pour se décrire, ça va vraiment avec. Si je parle de l'environnement de travail, si je parle de courtoisie, c'est quelque chose qui sonne aussi, qui sonne très bien. Donc, pour moi, ça me plaît le mot. Pour toi, ça me plaît. Si je parle de flexible, si je dis même honnête, c'est toujours bien. Donc, ce sont des valeurs, ce sont des mots-clés qui vont être répartis dans 2 ou 3 domaines de notre vie. Donc, domaine de vie professionnel, personnel et puis interaction avec les autres. C'est comme ça qu'il faut aller chercher les mots. Et ces mots-là, il faut les avoir sous la main avant d'aller à l'entretien. Même si on ne vous pose pas la question de donner un mot ou bien de donner 3 mots qui vous décrivent, vous pouvez toujours les amener dans vos échanges avec votre jury. Quand on vous demande, on vous dit par exemple, parlez-nous de vous, vous avez la possibilité de prendre ces mots-clés-là et de les élaborer, de les développer pour pouvoir donner une présentation de vous-même. Donc, merci pour ces 2 réponses. C'est très efficace. Alors, deuxième question. Aujourd'hui, on ne va pas forcément prendre les 3 questions qu'on avait vues la dernière fois. Il y avait une question la dernière fois sur la disponibilité. Donc, quelqu'un avait demandé d'élaborer sur la disponibilité. Je pense que c'était, j'ai oublié son nom. Le nom ne me revient pas.
Mais quelle est votre disponibilité? Comment vous répondez à cette question? Je ne pense pas que ça soit une question forcément difficile. Je ne pense pas que ça soit une question, entre guillemets, qu'on peut toujours fabriquer ou préparer. Mais voilà, comment vous répondez? Après, je vais vous donner mon avis là-dessus. Ce n'est pas unique, ce n'est pas un avis qui va être universel, mais ça restera un avis. Mais comment vous répondez à cette question? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et nous dire, quand on lui demande quelle est votre disponibilité? Donc, à partir de quel moment vous pouvez prendre le poste si jamais votre candidature est retenue? Comment vous y répondez? Est-ce qu'on a une main en l'air? Myriam, allez-y. En fait, déjà, moi, je dirais que tout dépend de la situation professionnelle du candidat. Donc, si je prends mon exemple là, si je vais en entretien et qu'on me demande, bah, je suis disponible immédiatement parce que je n'ai pas d'autres obligations professionnelles. Maintenant, si c'est plutôt un candidat qui est en poste et qui a envie de changer d'entreprise, là, je dirais peut-être c'est à lui de voir en fait quel temps est-ce qu'il lui faudra pour annoncer à son employeur actuel qu'il va partir. Est-ce que l'entreprise dans laquelle il se trouve actuellement, est-ce qu'il faut qu'il laisse un préavis? Si oui, un préavis de combien de mois? Donc, en fait, tout dépend de vraiment la situation professionnelle du candidat, en fait. Mais c'est vrai que bon, c'est beaucoup plus facile quand on est disponible immédiatement. Donc, maintenant, pour ceux qui sont en poste, là, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, mais je ne sais pas comment est-ce qu'eux, ils arrivent un peu à gérer, à jongler un peu avec. Oui. Ben, excellente réponse. Hein. Alors, on a déjà fait 1 heure, on va aller vite. Vous avez donné une réponse qui est correcte. Ah, Simon a levé la main. Simon, allez-y. Voilà, je voudrais dire que dans mon cas précis, et dès qu'on me pose la question de me présenter et d'écrire mon parcours professionnel, jusqu'au dernier poste, j'ai dit déjà ma situation, mon statut. En fait, est-ce que le projet est fini? Je ne suis pas en contrat. Et c'est au moment de la disponibilité que je rappelle que durant la présentation de mon parcours, j'avais dit que le projet est en phase d'achèvement et que je ne suis plus en contrat avec une structure et que je suis libre de tout engagement. Et c'est ce que j'ai toujours dit et pour les 3 entretiens que j'ai eu à faire pour cette semaine. Et comme Myriam l'a dit, je suis disponible immédiatement. Merci. Super. Merci Simon. Merci Simon, merci Myriam. Il est vrai que les recruteurs aiment, enfin, pas aiment, mais quand ils sont à la recherche, souvent ce sont des situations d'urgence. Donc, le poste est vacant, on a besoin d'avoir quelqu'un, donc on veut avoir cette personne le plus tôt possible. Oui, il y a des entreprises qui anticipent leur recrutement de manière efficace, mais la plupart du temps, on veut recruter des gens qui sont disponibles tout de suite. Mais on est d'accord aussi que il arrive régulièrement qu'une ressource qui est efficace soit en poste. Si la personne n'est pas dans une situation de fin de projet, ça veut dire que probablement c'est quelqu'un qui va être dans un CDD ou dans un CDI et qui va devoir respecter son temps de préavis avant de partir. Donc, en fonction du CDD ou du CDI, ça va être peut-être 3 mois de préavis ou bien 1 mois de préavis. Donc, les recruteurs sont au courant de ces éléments parce que ce sont des recruteurs. Même si ce ne sont pas des gens qui ont un poste de ressources humaines, moi, je sais que voilà, si j'ai un CDD qui est là, il va falloir faire un 3 mois de préavis pour la personne. Si c'est un CDI, si c'est un CDD, ça va être 1 mois de préavis. Donc, voilà, tout dépend déjà de ça. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on peut toujours discuter. On peut toujours s'arranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le candidat peut toujours négocier son départ
même s'il est obligé de faire 3 mois de préavis, peut-être qu'il a des congés, peut-être qu'il peut négocier pour partir un peu tôt. Donc, tout ça, c'est possible. Tout dépend de la flexibilité que vous, le candidat, vous avez et aussi de la discussion que vous allez avoir avec le recruteur. C'est une question qui m'avait été posée et donc je pense que c'était utile d'en parler. Ce qu'il faut éviter, à mon avis, c'est de partir dans de très mauvais termes ou dans de très mauvaises conditions, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter d'une manière générale. Pourquoi? Parce que on est des humains, on se retrouve dans des entreprises. On est en train de faire ces échanges-là ici. Demain, vous allez peut-être vous retrouver à me recruter. Bon, je ne cherche pas trop de travail actuellement, mais on ne sait jamais. Ça peut même être pour un poste de consultant ou de formateur, tout simplement. Ou c'est moi qui vais me retrouver à vous faire un entretien ou bien à vous recruter. Et donc, aujourd'hui, je peux avoir un candidat dans une entreprise X et puis le même candidat me retrouve dans une entreprise Y. Si on s'était quitté dans de mauvais termes, ça veut dire que c'est gâté. Ça ne va pas pouvoir marcher. Donc, il faut toujours être ouvert aux échanges, poser le débat, poser la discussion pour que les choses se fassent dans de bonnes conditions, quoi. Ce n'est pas toujours simple, hein. On peut avoir une ressource qui est quelque part, qui a vraiment envie de partir et que le patron, le DG ou le N+1 ne souhaite pas, ne veut pas, parce qu'il y a un projet chaud qui est sur la table. Voilà. L'autre chose aussi, c'est quoi? Moi, j'ai vécu une situation dans une équipe. Voilà, il y a une ressource qui m'a prévenu, qui m'a dit, écoute, moi, dans 3 mois, dans 4 mois, je veux peut-être commencer autre chose. On est des humains. On n'est pas mariés. On n'est pas mariés à l'entreprise. Même si on est marié à l'entreprise, dans le mariage, le divorce existe. On ne le souhaite pas. Mais voilà, il faut préparer l'autre. Il faut lui dire que, j'ai fait 2 ans, j'ai fait 3 ans dans l'entreprise. Voilà ce que je me suis donné comme projet de vie. J'ai envie de commencer par faire d'autres choses à partir de telle période. Donc, cher patron, à partir de telle période, je vais peut-être commencer par chercher du travail. Je suis d'accord, on ne peut pas le faire dans toutes les situations, mais tant qu'on a la possibilité de faire les choses de manière fluide, de manière humaine, c'est mieux. Moi, j'ai eu des collaborateurs, j'ai eu une assistante de direction qui avait été recrutée par la GIZ. Mais le jour où elle me l'a annoncé, j'étais content pour elle. Parce que déjà, en termes d'augmentation de salaire, elle se développe. Et donc, je suis d'accord, je suis OK. Ce que je recherche pour mes entreprises, pour mes projets, c'est pour que ces projets-là se développent. Si quelqu'un, à un moment donné, est dans le projet, porte le projet, et que la même personne, après plusieurs mois ou plusieurs années de contribution, elle a trouvé une opportunité qui est meilleure que ce que je peux lui donner en ce moment. Moi, en tout cas, personnellement, je ne bloque pas. Je suis d'accord que la personne puisse avoir cette opportunité-là et avancer. Parce qu'on est tous là pour avancer. Si le patron n'est pas d'accord, si malgré que vous l'avez fait dans de très bonnes conditions, peut-être que ce n'est pas forcément un très bon environnement de travail, quoi. Donc, voilà. On peut toujours bien faire les choses. Alors, 3e question. Si vous avez une question que vous voulez qu'on traite, vous pouvez la mettre. Sinon, je vous pose la question classique sur pourquoi retenir votre candidature. Je ramène cette question. Myriam y avait très bien répondu la dernière fois. Est-ce qu'on a quelqu'un qui souhaite répondre à la question « Pourquoi vous et pas un autre » ? Qui veut se prêter à l'exercice? C'est le dernier exemple. On va parler du dernier point et on va se séparer. Pourquoi vous? Pourquoi vous et pas un autre? Ou bien, j'ai fait les entretiens, on a identifié 2 candidats qui sont très bien, il y a vous et puis il y a un autre. Donnez-moi 2 raisons pour lesquelles on doit retenir vous, votre candidature. Oui, allez-y.
pour cette question, moi, je pense que si lors d'un entretien, le recruteur me pose pourquoi vous, sincèrement, je lui répondrai parce que je pense que je suis le meilleur candidat. Lors de ma dernière expérience, oui. j'ai eu à travailler sur certains projets qui concordent avec les projets que vous allez travailler au futur. Après, je vais essayer de donner, par exemple, étaler ça par des exemples pour lui montrer que, c'est-à-dire que je vais expliquer, en fait, en expliquant, je vais amener des exemples, essayer de le convaincre. Super. C'est aussi simple que ça. Maintenant, Moustapha, c'est Moustapha, n'est-ce pas? Moustapha Marina, c'est ça? Mohamed Marina. Mohamed Marina, ça viendra, ça viendra. Alors, pour nous tous, hein, un petit complément à cela. Ce n'est pas un complément. La réponse à cette question, c'est bien sûr de faire le matching entre les expériences et la fiche de poste. Retenez ma candidature parce que j'ai déjà fait ce que vous demandez dans la fiche de poste et j'ai les qualités humaines qui sont aussi utiles pour ce poste. J'ai des qualités en matière de gestion d'équipe, gestion de stress et autres. Donc, c'est d'autres éléments que vous allez rajouter à la technicité que le poste demande. Voilà. Ça, c'est la réponse. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous avez des recruteurs qui vont vous poser cette même question à plusieurs reprises. Ou entre 2 entretiens ou 3 entretiens, la même question peut revenir. Et le recruteur peut avoir noté les premières réponses que vous avez données. Donc, c'est important de rester congruent là-dessus. J'échangeais cette semaine avec un directeur, un chef de service, et on parlait d'entretien d'embauche, parce que lui aussi, il est en train de faire pas mal d'entretiens. Et puis, il me donnait l'exemple d'un entretien qu'il avait subi pour un poste en Burundi. Ouais, je pense que c'est en Burundi, pour une ONG belge, voilà. Et la première fois, on lui a posé la question, il s'était très bien préparé. Donc, c'était de lui qu'il s'agissait. C'est lui qui était interviewé. Et puis, la deuxième fois, il pensait que c'est une question qu'il a déjà évacuée. On lui repose la même question et là, il donne une réponse qui est complètement différente, il n'était plus préparé. Donc, les entretiens d'embauche, encore une fois, sont faits pour que vous puissiez exposer sur votre expérience, pour que vous puissiez vous vendre, vous. Donc, c'est capital. Finalement, que vous développiez une fiche produit sur vous-même, en quelque sorte. C'est-à-dire, quand on parle de Carlos sur ses compétences techniques, qu'est-ce que Carlos va dire de lui? Il faut que j'ai ça en tête. Quand on parle de Carlos sur ses capacités à gérer une équipe, à gérer un projet, à faire du management, qu'est-ce que je dois dire sur moi? Quels sont les mots-clés qui doivent me venir à l'esprit? Si on parle des valeurs, de mes valeurs personnelles en tant que personne, qu'est-ce que je dois pouvoir dire? Donc, il faut que j'ai tous ces éléments-là en permanence en tête et en fonction de comment la question a été posée, sans paraître comme si j'avais mémorisé des réponses, je vais pouvoir à chaque fois donner des éléments de réponse qui vont être fluides, qui vont rester cohérents parce que je me connais finalement. Donc, c'est ce que je peux vous dire sur ce point. Allez, très rapidement, dernier point, on en avait parlé la dernière fois, c'est comment lire dans la tête de votre jury. Alors, on en avait parlé la dernière fois, le samedi dernier. On en a parlé aussi au début de l'entretien. Votre jury va vous poser des questions en lien avec ce qui est mis sur la fiche de poste, d'une manière générale. Encore une fois, on prend le temps de bien écrire les fiches de poste. Ce sont des termes de référence sur ce sur quoi vous allez travailler. Prenez le temps de lire et allez vous documenter sur les sous-points qu'on peut avoir. Donc, si, je dis du n'importe quoi, on parle de projet de restauration de terre quelque part, il faut que j'aille lire sur la restauration de sol, les acteurs qui interviennent là-dessus dans le domaine, dans le périmètre, là où le projet va s'exécuter et tout, pour que je puisse avoir du contexte.
Et quand je vais venir, je vais pouvoir répondre aux questions qui vont être posées dans les détails sur ces éléments. Si on me parle de suivi et évaluation de projet, il faut que j'aille voir c'est quoi les indicateurs qu'on peut avoir par rapport au domaine d'activité pour pouvoir répondre. Si on me parle de comptabilité, voilà, il faut que j'aille à chaque fois chercher des éléments. Alors, cela veut dire que la fiche de poste qui, finalement, est un TDR, vous donne les éléments pour pouvoir vous préparer. Parce que les questions qu'on va vous poser, ils sont. Si vous allez gérer une équipe, on va vous poser des questions sur la gestion d'équipe. On va vous poser des questions sur votre capacité à gérer des conflits dans votre équipe. Donc, c'est quoi vos capacités de gestion de conflits? Donc, tout ça, il faudra faire des recherches là-dessus et vous préparer efficacement. Donc, on poursuit. Si vous le permettez, je vais vous présenter rapidement notre programme parce que, voilà, on est aussi une entreprise commerciale. Il faut qu'on vive. Donc, je vous partage ça. Et si vous avez des personnes qui peuvent être intéressées, on va vous envoyer d'autres messages. Vous allez leur partager ça. Et puis, voilà, si on fait des ventes, on donne des commissions. Là, je mets ma casquette de vendeur. Donc, on a une formation qui est intitulée « Je réussis mon entretien d'embauche ». C'est une formation qui va être en ligne à partir du 10. C'est une formation que vous suivez. Ce sont des vidéos. Vous l'achetez, vous y avez accès éternellement. Donc, c'est composé de quelques modules. Très rapidement, je vous présente le programme. Donc, le premier module parle du bon CV, le bon CV pour le bon poste. Aujourd'hui, on a abordé des éléments de préparation de CV. On revient sur ces éléments-là dans les détails dans ce module-là. Module 2, préparation avant d'aller à l'entretien d'embauche. On revient là-dessus dans les détails aussi. Donc, comment se préparer? Toujours dans ce module, on revient aussi sur la gestuelle à avoir durant l'entretien d'embauche. Quand vous rentrez, comment vous serrez les mains? Comment vous vous asseyez? Est-ce que vous vous affalez sur la table? Est-ce que vous pouvez mettre les mains dans les poches? Est-ce que vous pouvez vous détendre et tout? Quel est le langage corporel qu'il faut? Quel est le bon langage corporel? Donc, on revient là-dessus aussi. Et ensuite, on a 50 questions et réponses durant un entretien d'embauche. Donc, ce sont des questions qui vont porter sur votre capacité à gérer une équipe, sur vos compétences en matière de communication, etc. Donc, c'est 50 questions qui vous permettent de vous préparer, donc de les lire, de voir les réponses, de voir pourquoi on vous pose ces questions-là, pour pouvoir vous préparer de manière efficace. Module 4, le suivi après l'entretien. Comment vous pouvez faire le suivi de manière subtile? Personnellement, j'ai recruté des gens dans ma vie qui ont fait preuve de ténacité. Parfois, c'est pour des postes de stage. Parfois, c'est pour des postes en bonne et due forme. Et pour certains d'entre eux, s'ils n'avaient pas fait un suivi efficace, je ne les aurais pas recrutés. Et ça, c'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui arrive. Ce n'est pas parce que vous avez envoyé le CV, vous avez participé à l'entretien et c'est fini. Et dans certains cas, faire un suivi, ça peut poser un problème. Mais dans d'autres cas, il est important de faire le suivi. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire que c'est le fait de faire un suivi ne va pas vous faire perdre un poste. Mais le fait de ne pas en faire peut vous faire perdre un poste. Donc, gardez cela à l'esprit. Maintenant, module numéro 5, c'est un aspect lié à la prise de parole en public. Donc, je ne l'ai pas mis ici, mais il est intitulé « 7 minutes chrono pour préparer un discours ». Donc, comment se structurer? Comment structurer un discours? Pourquoi? Parce que les entretiens d'embauche, c'est aussi des situations de prise de parole en public. Donc, voilà la formation que nous avons. Nous sommes en train de finaliser. Ça va être mis en ligne à partir du 10. Et tous ceux qui vont l'acheter avant le 10 vont l'acheter à moitié prix. Donc, à partir du 10, ça va être à 50 000. Et avant le 10, c'est à moitié prix. Donc, 25 000. Je vous enverrai un mail dans lequel vous avez un lien, un formulaire d'inscription. Mais déjà, si vous avez besoin de vous inscrire, vous pouvez juste répondre au message qu'on vous a envoyé pour ces sessions de formation. Et puis, on va revenir là-dessus. Il y a quelqu'un qui a mis une question ici. C'est quoi un CV européen? Je vais y répondre avant qu'on ne parte.
hein, tout à l'heure. Je vais vous donner un élément de réponse. C'est quoi un CV européen? Je vais vous donner un exemple que moi-même j'ai vécu. Donc, parlant de la formation qui arrive, c'est ça. Très rapidement, module 1, le bon CV pour le bon poste. Module 2, la préparation avant l'entretien. Module 3, 50 questions et réponses durant l'entretien pour vous préparer. Module 4, comment faire le suivi. Et puis, module bonus, c'est un module sur la prise de parole en public. Donc, comment préparer un discours en 7 minutes chrono et l'exécuter de manière efficace. Le prix à partir du 10, c'est à 50 000. Le prix avant le 10, c'est à 25 000. Voilà, voilà. Maintenant, un CV européen. Alors, un CV européen n'existe pas forcément. C'est entre guillemets. Il y a des CV, des modèles de CV que des organisations envoient. Donc, j'ai fait une mission pour un projet de l'Union européenne en 2019, ouais. Et mon CV que j'avais de manière classique, ils ne l'ont pas utilisé. Ils m'ont envoyé un modèle de CV qui est un format de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas un CV européen, mais c'est un CV de l'Union européenne. Et donc, avec un format bien précis que j'ai rempli pour pouvoir postuler. Parce qu'ils souhaitaient que tous les candidats aient le même format, le même formatage, la même structuration de leur CV. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est quoi? C'est qu'il y a des pratiques selon les cultures et selon les pays. Les Américains, par exemple, et peut-être les Anglo-Saxons, ils ont tendance à avoir des CV sur plusieurs pages, de très longs CV. Les Français, les francophones ou les Européens, globalement, vont avoir tendance à avoir des CV relativement courts. Donc ça, ce sont des pratiques qui existent, qu'il faut garder à l'esprit. Ce n'est pas forcément l'objet de notre session, mais aux États-Unis ou dans le milieu anglais ou américain, par exemple, ce n'est pas choquant de voir un CV sur 4-5 pages parce que c'est ce qu'ils font. Culturellement, ça passe. Mais dans le milieu francophone ou européen, on va plutôt avoir tendance à avoir des CV qui vont être relativement courts. Donc voilà, je vous laisse un numéro de téléphone, c'est le numéro géré par Alioune. Si vous avez des questions, vous voulez acheter la formation en pré-vente ou bien vous voulez recommander ça à quelqu'un ou vous avez des questions, vous voulez savoir dans les détails ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de souci, vous allez nous contacter. Donc, je laisse le numéro dans la discussion. C'est le... Allez, on est au Sénégal, donc plus 221 76 0 10 78 deux fois. Donc, c'est Alioune qui envoie les emails. C'est lui qui répond à ce numéro. Je peux vous laisser mon numéro direct aussi si vous avez besoin de me contacter. Si je ne réponds pas tout de suite, je réponds toujours après. Donc, 76 256 66 50. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à m'avoir, contactez Alioune. C'est lui qui est le master quoi, sur tous ces éléments-là. Alors, on a reçu quelques CV à analyser. On va faire des analyses en live. Je vais vous envoyer le lien pour ces analyses-là. Et on a aussi du coaching de l'accompagnement. Si vous avez besoin d'être coaché ou bien d'être accompagné dans votre projet de changement de carrière ou de progression, faites-nous signe sur ces numéros-là et puis on va vous contacter, on va en parler. Donc, voilà. Passez un excellent week-end et que Dieu vous accompagne dans votre projet de progression de carrière, recherche d'emploi, réussite d'entretien d'embauche. Et merci à tous. Hein. Merci à Simon, merci à Mohamed, Marina, Myriam. Les autres n'ont pas mis leur nom. Je vois Techno. Merci. On se donne rendez-vous le samedi prochain pour d'autres thèmes ou pour les mêmes thèmes. On verra. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais.